Et je me pose des questions existentielles, mais je ne pouvais pas utiliser Google Translate pour écouter la traduction. Donc je vais le dire à ma façon, et puis après on en discute. Et merci. Je pense qu'on a en partie raison sur un truc, et j'ai en partie raison sur un autre, mais j'en suis même pas sûr. Et en plus j'ai un anglais de pourri. Et c'est peu de le dire. Si je peux utiliser le... Je suis mieux derrière l'ordinateur, en fait. J'ai plus l'habitude, sinon je suis obligé de lever la tête, je ne vois pas les gens. Est-ce que ça convient à Hugo de Camprod? Ah oui, pardon. Oui. Ouais. Merci, Hugo. Finalement, les appels, du coup, j'en ai pas besoin. Donc, bonsoir. Je vais vous parler de au moins 3 moyens d'exécuter du WASM en dehors de votre navigateur. Alors, j'ai vu que tout le monde avait 20 slides. J'en ai 85. Je peux pas, et pourtant j'ai réduit, j'ai une version qui en a beaucoup plus, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir parler de tout, mais on va quand même tenter le challenge. Donc je m'appelle Philippe Charrière, je suis CSM et CSI chez GitLab. Alors CSM c'est Customer Success Manager, c'est-à-dire je tiens la main des clients enterprise dans leur utilisation de GitLab, et je sers à me faire engueuler par exemple. Et CSI c'est Customer Success Engineer, je tiens la main des autres CSM sur les sujets techniques. Si vous avez des questions à me poser, le plus simple, c'est d'utiliser Twitter, enfin X, avec ce handle 433G_org. Alors, WASM, c'est le petit nom de WebAssembly, ou WebAssembly, justement, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du bitcode, un petit peu quand vous générez des points classes en Java, ou alors en .NET, je ne sais plus comment c'était, j'en ai pas fait depuis 99. Donc ça remonte un petit peu à loin. Mais globalement, c'est des fichiers binaires que vous allez exécuter. Ils étaient faits pour être exécutés sur le web. La VM JavaScript qui est dans votre navigateur, elle est responsable justement de l'exécution de ces fichiers WASM. WASM est polyglotte. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez builder des fichiers WASM en différents langages, notamment en Rust, en C, C++, en Go, et puis il y a d'autres langages. Mais disons qu'on va dire que c'est ces 3-là qui sont les plus intéressants actuellement. WASM est safe aussi. Quand il s'exécute dans votre navigateur, il n'a accès qu'à ce que lui permet le navigateur ou la VM JavaScript. Donc il ne peut pas aller à l'extérieur du navigateur. Ça ne remplace pas JavaScript. Pour ceux qui détestent JavaScript, par exemple, ce n'est pas possible. C'est un complément à JavaScript. Ça a des performances presque natives. Mais ne réécrivez pas toutes vos applications web parce que des fois, la VM JavaScript, elle est super optimisée et elle va aussi vite que WASM, voire même plus vite. Je suis arrivé à faire des trucs qui allaient plus vite en JS qu'en Rust, dans le navigateur et avec WASM. Passez pas en PLS si vous êtes des pros Rust. Mais ça permet de faire des applications plutôt complexes dans vos navigateurs, comme Google Earth. Donc là, c'est le stade. Maintenant, vous avez Google Earth en WASM, sans plugin, directement dans le navigateur. Ça marche super bien. Je peux y passer des heures, en fait. Parce qu'il y a la 3D, ça tourne, c'est top. Je vous conseille de l'essayer, c'est vraiment sympa. Ça tue la productivité, mais c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi... il y a StackBlitz qui a fait un IDE web. Alors, des IDE web, on en voit partout. La petite spécificité de cet IDE web, c'est que ce que vous voyez en bas, où il y a marqué node index.js, c'est un OS Lite fait en WASM qui est embarqué dans votre navigateur et qui est capable d'exécuter du Node.js. Donc si vous coupez le Wi-Fi, ça marchera quand même. Donc ils ont comme ça des plateformes. Alors c'est essentiellement pour des projets web pour le moment, mais ça marche super bien et c'est assez bluffant. Les qualités premières de WebAssembly, c'est donc la vitesse, l'efficacité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même chose, mais pour plus petit, par exemple, ça va consommer moins. Alors pour le cloud, ça peut être intéressant, justement. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Normalement, c'est safe, enfin sécurisé. Versatile, c'est que vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, et c'est portable, théoriquement. Moi, maintenant, je vais vous expliquer comment je peux libérer WebAssembly ou WASM de mon navigateur. Alors j'espère que vous avez tous la chanson en tête. Pour ça, en fait, parce que ça intéressait vachement les gens, toutes les qualités de WASM, ils se sont dit, dans le navigateur c'est génial, mais nous on voudrait l'avoir ailleurs, parce que c'est plutôt pas mal. Alors c'est des concepts dont on entend parler X fois, même en Java on pouvait faire des applis Java dans d'autres langages. Mais il y a une spec qui est apparue, qui s'appelle WASI, donc WebAssembly System Interface,
qui en fait décrit comment un programme Wasm pourrait discuter avec un runtime dans votre système d'exploitation préféré. Donc ça va permettre d'exécuter des programmes Wasm dans différents contextes. Et quand je dis différents contextes, ça peut être aussi l'IoT sur des Raspberry Pi par exemple, des choses comme ça. Parce que les fichiers Wasm, en fait, c'est plutôt petit une fois que c'est buildé. Enfin, ça dépend les langages, mais bon. Les use cases. Alors, il y en a plein. J'ai mis ceux auxquels j'avais pensé. Moi, mon préféré, c'est faire des plugins pour des applications. Pour ceux qui sont fans de la console, enfin du terminal, il y a Zeligi, c'est comme Tmux, et qui utilise des plugins Wasm. Il y a l'AppCE ou l'AppCE, je ne sais plus, qui est un éditeur Rust aussi, qui utilise des plugins Wasm. Vous pouvez faire des user-defined functions dans les bases de données, notamment une des premières à le faire, c'était ScyllaDB. Mais il y a PostgreSQL qui le fait maintenant aussi. Vous pouvez faire des webhooks, des petits webhooks qui marchent super vite et très bien. Des filtres pour Envoy. Ça, c'est génial, parce qu'avant Envoy, vous pouvez faire des filtres avec du C, C++ et Lua, et maintenant, vous pouvez le faire en Wasm. Et puis, c'est utilisé aussi pour du function as a service par, on va dire, des nouveaux players sur le cloud qui sont plutôt estampillés WebAssembly. La spec a donné lieu à des projets de runtime qui offrent une CLI. Donc, vous exécutez votre fichier Wasm dans votre terminal comme si vous faisiez un java-jar et puis le nom de votre fichier jar. Et qui offre aussi des SDK, donc qui vont vous permettre de créer des applications qui embarquent le runtime Wasm et qui vous permet de faire vos plugins, par exemple, d'exécuter vos plugins. Il y a pas mal de projets, il y a Wasm Edge, Wasmtime, Wasmer, c'est les trois premiers en fait qui sont apparus. Il y a Was0, alors c'est mon préféré. Normalement, il y a un petit cœur bleu, ça a dû sauter à la transfo, parce que c'est vraiment mon préféré. J'expliquerai pourquoi après. Il y a Node.js, qui est aussi capable d'exécuter du WebAssembly. En fait, Node.js partage à peu près la même VM que le navigateur Chrome, donc ceci explique cela. Il y a GraalVM, c'est super mal documenté et c'est dommage, mais peut-être que ça évoluera. Et il y en a d'autres. Donc, trois moyens pour exécuter du Wasm. La CLI, ça c'est facile. Le SDK, vous construisez vous-même votre application quasiment de zéro. Alors après, le SDK vous amène quand même quelques helpers. Ou aussi, maintenant, on voit apparaître des applications prêtes à l'emploi. Par exemple, dans un des slides, je parlais d'une société qui s'appelle Fermion et ils fournissent un petit serveur d'application qui permet d'exécuter du Wasm et de le servir en mode web. Donc vous avez juste un microservice web tout petit et qui marche très bien. Et eux, ils embarquent directement un des runtimes que je vous ai listé. Donc vous n'avez à développer que le plugin Wasm et pas l'application. On va revenir à la partie Wasm dans le navigateur. La API JavaScript pour WebAssembly, elle fournit tout ce qu'il faut pour exécuter du WebAssembly. Le code est plutôt, c'est standard, c'est plutôt facile à utiliser. Vous instanciez votre fichier, vous chargez et instanciez votre fichier Wasm. Ensuite, vous voyez la fonction, par exemple dans la console du navigateur, comme n'importe quelle fonction JavaScript. Ça devient transparent, et vous l'appelez comme n'importe quelle fonction JavaScript. Et dans la console, pareil, vous voyez le résultat. Donc, plutôt facile. Par contre, il y a quelques limitations. Une fonction Wasm, enfin, dans le fichier Wasm, les fonctions que vous mettez, en paramètres, elles ne peuvent prendre que des nombres, et en retour, elles ne peuvent retourner qu'un nombre. Donc, ça limite un petit peu, à la base, c'était pour faire du compute. Donc, si vous voulez faire un Hello World pour pouvoir afficher Hello Bob, et en passant Bob comme argument en chaîne de caractères à une fonction Wasm, c'est pas facile. Alors pour ça, il y a un truc qui s'appelle la Shared Memory Buffer. L'application hôte, donc en l'occurrence votre navigateur, ou la VM JavaScript, partage avec une instance du programme Wasm une portion de mémoire, et il n'y a que eux qui peuvent discuter là-dedans. Du coup, si vous voulez faire votre Hello World, il faut que JavaScript crée un message et qu'il envoie à la fonction Wasm la position du message, enfin de la chaîne de caractères dans la mémoire et sa taille. Comme ça, le programme Wasm, il sera capable d'aller lire la mémoire, il a la position et la taille, et de pouvoir afficher quelque chose. Là où ça devient tricky, c'est que si vous voulez retourner une chaîne de caractères, il faut retourner la position et la taille,
sauf qu'on peut retourner qu'une seule valeur. Et ça, moi, j'ai pas, à la base, je suis arrivé à l'informatique un peu en zigzagant, j'ai fait une école de commerce. Il y a des bases quand même que j'avais pas. Donc j'ai quand même vraiment galéré pour comprendre comment ça fonctionnait. À nouveau, il faut utiliser la mémoire partagée. Alors du coup, cette fois-ci, vous construisez votre message, vous copiez le message dans la mémoire et vous retournez ce qu'on appelle une sorte d'offset, donc la position et la taille à JavaScript, qui va décoder la valeur que vous avez récupérée pour en déduire la taille et la position, et ensuite aller dans la mémoire et afficher le message. Alors, normalement, ça, je peux vous faire 50 slides là-dessus. L'astuce, en fait, sur la partie où j'ai mis return offset, c'est que vous faites du bit shifting et du bit masking, donc vous amusez avec du binaire et vous décodez de l'autre côté. Et ça, j'avais jamais fait. Il y a un gars sur Twitter qui m'a expliqué, mais ça m'a pris 2-3 semaines quand même à comprendre ce qu'il m'a dit. Votre fichier WASM, il n'a pas accès au DOM ni à JavaScript, enfin ni aux API JavaScript. Donc ça reste toujours limité, si vous voulez faire autre chose que du compute. Donc si vous voulez, par exemple, afficher quelque chose dans la console, de base, normalement, vous ne pouvez pas. Il y a un concept avec WASM qui s'appelle les host functions, c'est-à-dire que votre application, donc votre VM.js, va exporter des fonctions à elle et les donner accessibles au programme WASM. Donc par exemple, côté JavaScript, je vais dire, tu me fais une fonction log, et puis dedans, quand elle sera appelée par le fichier WASM, tu m'exécutes un console log. Et c'est comme ça qu'on peut finalement écrire avec WASM. Et côté du module WASM, il va récupérer les informations nécessaires, et puis il va pouvoir donc importer la fonction, ensuite l'appeler. Par contre, ce n'est pas le fichier WASM qui va l'exécuter, cette fonction va s'exécuter par l'application hôte. Donc si votre hôte est plus lent que votre fichier WASM, vous ralentissez votre programme. Donc il faut faire attention en fait à ce que vous faites. Donc c'est compliqué et honnêtement c'est chiant, quoi. Alors, pour le navigateur, que ça soit Go, Rust, C++, ils fournissent toute la glue nécessaire pour faire ça, que ça soit transparent pour vous et vous ne vous embêtez pas. Donc WASM dans le navigateur, pour moi, c'est prod ready. J'ai mis TinyGo aussi parce qu'en fait, Go, si vous faites du WASM pour le navigateur, de base, la taille la plus petite du fichier WASM fait 2 mégas. Et c'est lourd pour du web. C'est presque aussi gros qu'Angular. Et TinyGo, par contre, c'est que quelques centaines de K, voire même en dessous de 100 K. Donc, à part certaines spécificités de Go, la plupart du temps, utiliser TinyGo, c'est mieux, c'est plus efficace. Et du coup, avec cette glue, vous allez pouvoir coder comme vous codez habituellement avec vos langages préférés. Donc, JS et WASM parlent très bien ensemble, dans les deux sens, et ça se passe très bien. Alors, dans les slides, vous les récupérez, j'ai mis des liens sur tout ce que j'ai appris, j'ai écrit des super longs articles pour l'expliquer. Vous pensez à m'afficher quelque chose au niveau du temps? Et je dirais ouais, mais non. On revient à WASI. Donc, la glue, elle n'existe pas. Alors, j'ai mis Golang parce que c'est vrai que je fais une fixette sur Go, mais là, avec les autres langages, elle n'existe pas. Donc, du coup, si vous voulez créer une application façon CLI, avec un runtime WASM, c'est plutôt facile. Il y aura quelques limitations, mais ça se passe plutôt pas trop mal. Il suffit d'écrire une appli classique. Vous la buildez, alors là je la build avec du TinyGo, et ensuite je l'exécute dans mon terminal et je ne me pose pas de questions, je code quasiment comme d'habitude. Par contre, si je veux faire une fonction qui fait une requête HTTP, à l'exécution, ça va casser, ça va me dire je suis désolé, c'est pas implémenté. En fait, WASI n'implémente pas la couche HTTP. Par contre, ils implémentent la partie socket, donc si vous avez envie de vous le coder, vous pouvez. C'est chiant aussi. Il y a WASM Edge qui le fait en Rust, normalement. Mais ils ont forqué un projet, c'est un peu bizarre. Si vous voulez créer une application qui va exécuter des plugins WASM avec un SDK d'un projet WASM, ça commence à devenir plus dur. Alors, je vous parlais des applications prêtes à l'emploi. Elles fonctionnent comment? C'est vous avez une application qui embarque le runtime WASM et qui vous fournit tout ce qu'il faut. Donc vous n'avez plus qu'à écrire la partie en violette, WASM Program Plugin, et elle vous fournit des host functions toutes prêtes pour faire vos requêtes HTTP, lire du Redis, du PostgreSQL ou d'autres choses.
Et ce que fait Spin Framework, par exemple, donc vous écrivez votre code sans vous préoccuper finalement des limitations de Wasm. Et Spin Framework, ça peut être un serveur HTTP ou un trigger Redis. Donc si vous faites du pub/sub, ça peut déclencher des fonctions Wasm. Il y a Wasm Worker Server de chez VMware Octo qui fonctionne à peu près de la même manière, qui est très bien, alors je ne sais pas comment ils font, je ne suis pas arrivé à trouver, je suis en train de lire le code, je n'ai pas encore compris, parce que bon, c'est quand même du Rust, mais ils ont des perfs de fou. Alors, des fois, vous avez envie de faire votre propre application. Parce que finalement, ce que vous propose l'application clé en main, ça ne suffit pas parce que vous avez envie de faire des requêtes Couchbase, par exemple. Parce que Couchbase, c'est une super base de données. Vous voulez faire du NATS ou du MQTT parce que vous faites de l'IoT. Du coup, il va falloir vous coder votre propre appli. Donc, vous allez récupérer un runtime, un SDK de runtime. Vous allez faire votre code. Et n'oubliez pas qu'il y avait toutes les petites problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, la glue, pour justement passer une string ou retourner une string. Ben, ça, va falloir vous le coder dans votre langage préféré. Ce qui va donner des trucs, alors là c'est assez rapide, mais il va falloir faire la fonction qui va lire dans la mémoire à partir de la position et de la chaîne, et puis la fonction qui va par contre aller copier quelque chose dans la mémoire en faisant en dessous je ne me rappelle même plus le nom du calcul de bits dessus, si c'est du AND ou du OR. Une fois que j'ai eu compris et que ça marchait, je l'ai gardé, je fais du copier-coller. Mais ça, vous allez vous le coder pour tous les langages que vous voulez supporter. Donc, j'avais commencé un projet comme ça, je me suis arrêté à Go. Si vous voulez quand même le faire, parce que c'est quand même super formateur, je vous conseille d'utiliser Was0. Alors, ceux qui ne font pas de Go, il faudra vous y mettre, mais vous verrez, c'est pas compliqué. Was0, c'est un runtime sous format de librairie sans aucune dépendance. Donc, quand vous le buildez, vous pouvez faire des applications statiques, et il suffit de la poser, la lancer, et ça marche. Là aussi, je fais des articles. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pourrez les lire. Alors, il y a un autre chemin, un peu plus facile, qui est fait par une boîte qui s'appelle DI-Lipso, et ils ont un framework qui s'appelle Xtism. Alors, eux, leur mantra, c'est « faut faire des plugins, faut faire des plugins ». Donc, ils proposent des SDK pour, vous voyez, pas mal de langages, même pour votre navigateur. Ça va jusqu'à faire du Haskell, du Erlang, du OCaml. Du .NET, ouais. Alors, à savoir que .NET Core build en Wasm super bien, ils font des trucs de fou, ils sont super en avance, mais ils ne communiquent pas beaucoup dessus, c'est dommage. Et Xtism fournit en plus ce qu'ils appellent des PDK pour la partie Wasm, pour du Rust, du JavaScript. En fait, ils embarquent un petit moteur JavaScript qui a été fait par Shopify, du Go, du Haskell, je m'en souvenais plus, de l'assembly script. C'est une sorte de TypeScript dégradé, mais bon, il y a eu un drama dans le projet AssemblyScript, donc sur la partie WASI, c'est pas cuit. Du C et du Zig. Il y en a qui ont fait du Zig. Bah, essayez, et après, si vous trouviez que Rust, c'était compliqué, vous allez trouver Rust sympa. Voilà. Donc, le SDK Xtism, en fait, ce qu'a fait Xtism, c'est qu'ils ont créé une lib en Rust qui embarque le runtime WasmTime. Ils ont pris celui-là parce que je crois que c'était le seul au départ qui était capable de s'exécuter sur ARM aussi. Alors ça a changé, mais c'était un des seuls. Et du coup, après, pour tous les langages, ils ont juste développé des wrappers sur cette lib. Donc ils ont une dépendance quand même. Quand vous voulez utiliser du Xtism, il faut cette dépendance, plus la libc et je ne sais plus quoi. Par contre, ça vous permet d'exécuter des host functions qui vous fournissent. Donc requête HTTP, fichier, log. Et ça vous permet aussi de développer vos propres host functions, avec tous les helpers pour faire la lecture en mémoire, le retour de valeur, et ils vous filent le PDK pour faire vos plugins Wasm. Et ils ont fait un truc super cet été, c'est que même avant cet été, j'étais à Wasm.io à Barcelone. L'équipe d'Xtism a rencontré une partie de l'équipe de Was0 et il y a eu un petit flash, quoi. Et du coup, pour le SDK Go, ils l'ont tout réécrit en Was0. Donc, zéro dépendance, et ça fait que vous pouvez faire une appli en Go sans dépendance qui va tourner n'importe où et qui va pouvoir, par contre, utiliser les PDK d'Xtism, et donc vous pourrez faire des plugins en Rust, en Go et en ce que vous voulez. Et du coup, moi, je suis très fan du truc. J'ai d'ailleurs le t-shirt Xtism, je pense qu'il n'y en a qu'un en France pour l'instant. Ils me l'ont amené exprès des États-Unis. J'en suis très fier.
comment ça marche? Alors c'est là où ça devient tricky. En gris, c'est la partie application hôte. Donc globalement, vous avez instancié votre plugin, vous appelez votre fonction, vous lui passez en paramètre avec un tableau de bits la chaîne par exemple, enfin l'équivalent de la chaîne que vous voulez passer, et à droite c'est le fichier Wasm avec sa fonction hello. Alors normalement pas de string, c'est pas possible. Par contre, le fait de faire un call avec le tableau de bits, ça permet de copier directement en mémoire la variable que vous voulez coller. Il y a des helpers qui sont fournis par XTism pour aller lire la mémoire directement, donc vous posez moins de questions. Et il y a des helpers aussi pour allouer de la place dans la mémoire, copier la chaîne de caractères et la retourner à l'application hôte. Ça change de la programmation classique, mais disons c'est plus simple que de vous le coder vous-même. Donc pour créer une application hôte, en fait c'est très très simple, c'est presque, je ne dis pas que ça se limite à ces deux lignes, mais c'est les deux plus importantes, c'est vous faites une instance de votre plugin à partir du fichier Wasm, et après vous appelez là où les fonctions qui sont dans les fichiers Wasm. Du coup, moi avec ça, je me suis fait un petit projet que j'ai appelé Minism. Ça a été ma seule action graphique de l'année, parce que je ne suis pas très bon en dessin, mais j'étais inspiré par leur logo. Et c'est une CLI pour exécuter des plugins XTism, une CLI statique en fait sans dépendance. Bon, alors il se trouve qu'ils sont en train de faire la même chose que moi en même temps, mais c'est du coup on discute et puis on compare nos codes. Alors ils sont meilleurs que moi quand même, mais j'apprends plein de trucs. Mais ça m'a permis de valider certaines choses. Ma CLI, elle fait moins de 7 mégas, avec 0 dépendance. Ça veut dire que je peux la mettre dans une image Scratch de Docker et balancer ça dans du cube, par exemple, et ça va se charger très rapidement. J'en ai une autre CLI qui fait du HTTP et je fais des microservices qui pèsent rien du tout. Le plugin Wasm, il fait quelques K. En général, c'est entre 50 et 250 K. Ma CLI, elle peut le télécharger à distance. Ça fait que, par exemple, je l'utilise dans une image Docker BusyBox pour faire de la CI/CD. Et du coup, tous mes pipelines, que ce soit dans du Action ou du GitLab CI, sur certains jobs, vont beaucoup plus vite. Quand vous voulez faire du traitement de fichiers, vous n'êtes plus obligé de vous monter un OS, du curl, des trucs pour faire je sais pas, un Node.js parce que vous en avez besoin pour traiter du JSON. Là, vous avez des choses qui sont beaucoup plus performantes. Alors, je suis encore en train d'expérimenter dessus, mais mon objectif, c'est d'accélérer toute ma partie pipeline. Les host functions avec XTism. Alors là, c'est XTism côté SDK, donc application, vous fournit ce qu'il faut pour que vous exposiez une fonction à votre plugin Wasm. J'ai bientôt fini. Cette fonction, elle a toujours la même signature. Donc la stack, c'est ce qui permet de passer des paramètres. Le buffer, c'est d'aller... le read byte, c'est de les lire. Et ensuite, en fait, les deux lignes, c'est ce que vous exposez finalement, le message où je construis ma string et puis le println où j'affiche un petit robot avec le message, c'est ce qui va être exécuté à la demande du plugin Wasm. Et la stack me servira à retourner la valeur. Et j'ai juste à dire que j'ai créé une nouvelle fonction, lui donner un petit nom pour l'exporter, et mon code sera capable, à droite sur la partie Wasm, de récupérer cette fonction. Alors, le truc sioux, c'est qu'en fait, il faut que vous mettiez la signature de la fonction qui attend du uint64 et qui retourne du uint64, que vous créez un wrapper ou une autre fonction pour utiliser le PDK Wasm, mais après, vous retournez facilement des informations et vous faites discuter l'hôte et l'hôte et le plugin. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, dans les articles que j'ai écrits, c'est beaucoup plus clair, mais c'est beaucoup plus long à lire aussi. Donc ces SDK et PDK sont en train d'évoluer. Il y en aura probablement d'autres avec d'autres langages. Les possibilités avec XTism, elles sont vraiment nombreuses. Ils font aussi des outils de sécurité pour, avant d'exécuter le Wasm, aller voir ce qu'il y a dedans et être sûr que ça a une certaine signature. Donc comme ça, vous savez que vous n'exécutez pas n'importe quoi. Je vous engage à lire cet article où ils expliquent justement comment faire des plugins Wasm Rust pour PostgreSQL. C'est super intéressant et je pense que dans l'avenir, ça va vraiment être utilisé. Et j'ai fini. Donc merci pour votre attention.
J'ai pas vu le chrono. Combien de temps j'ai fait? Ah bon? Bah alors tant mieux. Alors, je pense qu'il y a peut-être plus de temps pour les questions ou on les fait autour de la bière? Si. Bah, si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis là. Dites-moi. N'hésitez pas. Vous en avez posé pour les autres, donc soyez sympas, posez-en pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait de l'eau? Ouais. Merci. En fait, nous, on se posait la question parce que du coup, ça nous donne des idées pour Alors, le boulot. vas-y, excuse-moi, il y avait Loïc qui m'en posait une, donc je répète Ah, celle pardon, de Loïc désolé. après. Non mais vas-y, commence, c'est toi qui as eu le micro, commence. Il n'y a pas de souci. On se posait la question parce qu'on s'est dit, niveau boulot, que ça pouvait être assez intéressant. Ah, pardon. Et du coup, vraiment, c'est côté performance où je me pose des questions. Est-ce que vraiment est-ce que c'est quelque chose qui va être plus lourd que du JS? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que c'est négligeable? Alors, tu parles niveau navigateur ou en dehors du navigateur? Non, navigateur, ouais. Niveau navigateur, en fait, il faut tester. Donc, va pas tuer toutes tes applis JS en te disant je refais tout dans mon langage préféré, ça serait une connerie. J'ai fait 2 tests. Je m'étais amusé, ça me servait de démo une époque, en JS à faire l'algo des boïdes. Là, ça simule un vol d'oiseau ou un banc de poissons qui nage. Alors moi, c'était des vaches dans l'espace, mais... Et ça, je me suis dit, quand j'ai découvert Wasm, je vais le recoder en Go, en JS, parce que j'avais déjà mon code, et en Rust. Et JS a gagné aussi bien le Go que le Rust. C'est allé plus vite. Mais parce qu'en fait, tu avais plein d'accès entre la partie Wasm et le DOM. Donc plein d'allers-retours qui fait perdre du temps. Si par contre, ton fichier Wasm, ta fonction Wasm, c'est juste du calcul et qu'elle ne discute pas avec ton navigateur, sauf à la fin pour lui donner le résultat, ça peut valoir le coup. Ouais, mais il faut bencher. Hein. En fait, la question qu'on se posait, c'était pour la déduplication de code entre le front et le back, pour éviter d'avoir des validations, des choses comme ça qui sont souvent qui vont être codées des deux côtés. Est-ce que vraiment on va avoir une perte de perf en partageant un petit peu ce code, typiquement en intégrant du Java? Ou est-ce que ça va être plutôt transparent Mais du coup, la réponse, c'est plutôt de tester. Ouais, de toute façon, il y avait... il est là, Xavier, tout à l'heure, je l'ai vu. Non. Ah oui. C'est toi qui m'avais donné un exemple, il me semble, l'année dernière, sur la partie affichage de map géographique dans le navigateur. Non, c'est pas toi? Bon, j'avais encore picolé à Snowcamp, donc ça devait être quelqu'un d'autre. Mais ouais, il faut bencher quand même. Et puis la VMJS, elle est quand même, avec les années, elle est devenue super puissante. Merci. Alors, la question de Loïc, c'était est-ce qu'on peut lancer du Wasm comme si c'était un container dans Kubernetes? Sans la couche Docker. Alors, il y a eu un projet qui s'appelait Crustlet qui faisait ça, mais il ne bouge pas, donc ne l'utilisez pas. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, Docker est en train de travailler là-dessus. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils vous demandent de packager votre fichier Wasm dans une image Scratch, donc qui pèse rien. Et après, ils trichent, ils font un shim, ou un skim, je ne sais jamais comment on prononce, dans lequel, en fait, avec lequel ils injectent un plugin Wasm dans le container. Globalement, si tu fais une image Scratch avec ton Wasm et ton runtime dedans, je pense qu'au final, pour l'instant, ça a les mêmes perfs. Mais l'objectif, c'est par contre que ce soit plus facile, et du coup, ça permettra de déployer facilement du Wasm dans Docker. La problématique pour l'instant, ce que fait Docker, c'est que tu ne peux le faire qu'en local sur ton poste avec Docker Desktop. Et donc, du coup, si tu veux le faire dans du cube, il faut que tu utilises Docker Desktop. Donc, c'est vraiment expérimental. Mais ils ont pas mal avancé. Alors, c'est un Français, c'est George qui bosse dessus. Enfin, il n'est pas tout seul. Mais pour l'instant, ça ne supporte que WasmTime, WasmEdge et le petit outil Spin de Fermion. Donc, un runtime amélioré, parce que tu peux faire du HTTP. C'est à surveiller, je pense que c'est... Mais théoriquement... avec Podman, normalement, on peut déjà le faire. Mais j'ai pas trouvé, c'est un gars de Red Hat qui me l'a dit, mais j'ai pas trouvé encore la doc, et puis ni le temps d'ailleurs de le faire. Mais dans l'avenir, oui, c'est quelque chose qui va se faire parce que en termes de consommation de ressources, ça sera clairement intéressant. Et Docker servira juste d'ordonnanceur, on va dire, pour balancer ça dans Cube. Mais je pense qu'il n'y aura pas que Docker qui le fera de toute façon. Est-ce que vous avez une autre question? J'ai entendu oui, non? Oui, non.
Je suis vieux, j'entends pas bien. Donc. Pas de questions? Si, une question. Quand est-ce qu'on boit? Pardon. Merci pour la présentation déjà, parce que moi je ne connais pas du tout Wasm et Wasi. Moi je suis dans la cybersécurité, et du coup quand on fait une comparaison Wasm et Virtual Machine, bah, j'aime bien, parce que j'aime bien le côté isolation des machines virtuelles. Et du coup après quand vous présentez Wasi, interface avec le host en fait, enfin d'autres, un petit peu extérioriser ce côté je suis bloqué dans le navigateur, bah, je me dis ah bah dommage. Donc ma question c'est est-ce que vous savez ce qui est en place côté sécurité pour éviter que par exemple je clique sur quelque part sur un site web qui essaie d'exécuter du Wasm/Wasi qui fait quelque chose sur mon host, et globalement est-ce que le Wasm du fait qu'il y a un petit peu ce côté embarqué dans le navigateur n'est pas plus safe que du Wasi? Alors à ta dernière question, si. Alors, le Wasm qui est embarqué dans le navigateur, normalement, il n'y a rien de plus safe parce qu'il a le droit de rien faire. Et on ne peut même pas créer ses propres host fonctions pour la VM JS. Elle expose que ce qu'elle a envie. Et puis voilà. Avec Wasi, on est dans la merde. On est embêté, justement à cause des host functions, parce que tu peux faire ce que tu veux. Et du coup, là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Justement, les gars d'XTism, alors le XTism, le SDK et les PDK sont open source, et leur business, il est plus sur, par exemple, de la sécu, par leur boîte DI Lipso. Ils ont un exécutable qui va, comment je vais dire ça, enfin qui va parser en gros les exécutables Wasm pour voir ce qu'il y a dedans, et pour définir s'ils respectent certaines signatures, et du coup te permettre de les exécuter ou pas les exécuter. Donc, mais font partie des rares, en tout cas, dont j'ai entendu parler, qui font des choses liées à la sécu, justement là-dessus. Parce que tout à fait, tu as exactement compris, tu peux faire n'importe quoi. Alors après, il y a des gens qui, Shopify par exemple, permet à ses clients d'exécuter des fonctions, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un runtime JavaScript qui est embarqué dans du Wasm, et par contre, ils ne permettent que certaines choses à JavaScript. Mais eux, c'était pour se protéger, eux, des conneries que peuvent faire les clients. Voilà. Mais oui, il ne faut pas oublier la partie sécu sur l'aspect Wasi. Pour l'instant, on est plutôt à poil. Ok. Voilà. Du coup, on pourrait penser à un genre d'antivirus interne par rapport à ce que vous disiez sur... La solution d'XTism, c'est quand il lance l'exécutable, c'est de définir dans un fichier ça doit être du YAML de mémoire, tout ce qui est permis ou pas. Le nombre de fonctions, les paramètres que tu peux passer, la signature et tout ça, et en fonction de ce qu'il a trouvé, il dit il y a un souci ou il n'y a pas un souci. C'est plutôt simple, mais ça marche plutôt pas mal. Mais je pense qu'après, il y aura encore d'autres trucs, et notamment, type, pourquoi pas antivirus. Il y a déjà des gens qui bossent sur des antivirus pour aller tester ce qu'il y a dans les containers qui s'exécutent, donc ça devrait être le même principe. Ok, ça me donne envie de tester des trucs. Merci. Il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas hésiter à me demander aussi. Ça marche. Question? Bon, après, de toute façon... Voilà. Ah non. S'il reste des questions. Je prends. Bonsoir et merci déjà Philippe. Merci. Ce que je cherche à comprendre moi, c'est tu nous as présenté sur la partie Wasi en tout cas l'exécution de ton binaire statique, donc qui est zéro dépendance. Vu que tu reposes sur un runtime WA0, donc tu es uniquement en Go, c'est quoi le gain que tu as par rapport à compiler un binaire statique en Go? C'est que j'ai la possibilité de faire des plugins dans d'autres langages que Go et de faire évoluer mon application. Mon Go, c'est en fait mon appli Go, c'est comme un runtime Wasm, plus des fonctionnalités que je lui apporte. Parce qu'il peut être serveur HTTP, trigger, NATS ou des choses comme ça. Et par contre, les plugins, je ne sais pas à l'avance ce que ça va être, et je peux les faire développer en Go, en Rust. Il n'y a rien de nouveau en fait, hein, c'est juste la techno utilisée pour le faire, mais on pouvait déjà le faire avec du Java et lui faire exécuter du Kotlin, du Ruby ou des choses comme ça, dans des jars à part. C'est juste un système de plugins. Ok, merci. Voilà. Pardon.
Une autre question? Très bien. Merci Non. Philippe. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci à Philippe.